Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. Faut-il tout arrêter en matière d'immigration? Les chiffres en tout cas sont sans appel. Jamais la France n'avait accordé autant de titres de séjour qu'en 2025. C'est ce que révèle la Direction générale des étrangers en France. Dans un rapport choc cette semaine, on en parle en tout début d'émission avec Guillaume Roquette. Qui gouverne vraiment la France? Est-ce les politiques ou bien les juges que personne ne connaît? C'est en tout cas la grande question que se pose l'avocat et docteur en droit Guilain Benessa dans son dernier livre. Il pointe du doigt tout particulièrement le rôle prépondérant de la Cour de justice de l'Union européenne. On en parlera avec lui. Et puis le livre témoignage de Claire Géronimi, la fondatrice de l'association Éclat de Femmes, revient sur son combat justement pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Elle sera avec nous, ce sera en troisième partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. On va parler tout à l'heure des conséquences de l'adoption du budget qui doit revenir à l'Assemblée nationale ce vendredi avant une très probable adoption définitive la semaine prochaine, début de semaine à l'Assemblée. Quelques mots d'abord sur un rapport très important sorti cette semaine. La Direction générale des étrangers en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur, révèle que jamais la France n'avait accueilli autant d'étrangers sur son territoire. 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité accordés en décembre 2025. C'est du jamais vu. Que révèle cette étude selon vous? Elle révèle un choix délibéré qui est celui du gouvernement de maintenir les flux migratoires, voire de les augmenter. Il y a un contraste assez saisissant entre, d'une part, les convictions des Français qui voient bien que nous n'arrivons plus à assimiler correctement les flux migratoires et un gouvernement, un pouvoir exécutif qui est totalement sourd à cette inquiétude. Il y a effectivement eu 384 000 nouveaux titres de séjour accordés l'année dernière. Accordés, il faut le préciser, par le Quai d'Orsay, parce qu'on dit souvent c'est le ministère de l'Intérieur qui ne fait rien, ou c'était Bruno Retailleau n'a pas endigué les choses. Oui, et on va y revenir. Et ça, exactement. C'est un record absolu. Et la provenance des nouveaux entrants vient toujours des mêmes pays, puisqu'on retrouve le trio des pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, en tête des nouveaux immigrés. Donc voilà, il y a une sorte de continuité. C'est un mouvement qui est quand même très spectaculaire quand on prend un petit peu de recul. Il y a 30 ans, je prends le chiffre de 1997 parce que cette année-là, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. Donc, on ne peut pas dire que c'était vraiment une politique restrictive en matière d'immigration. Il y avait 120 000 premiers titres de séjour. Ça veut dire 3 fois moins. 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et le mouvement est un mouvement continu, mais il s'est accéléré, amplifié depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Alors, quand on regarde ces chiffres dans le détail, on voit que l'immigration pour motif humanitaire continue d'augmenter avec le droit d'asile. Il y a le motif étudiant également qui est toujours en première place de ces titres de séjour, le motif également familial. Et alors, plus surprenant, en revanche, c'est l'immigration pour motif économique, l'immigration de travail qui, elle, pour le coup, a baissé de 13%. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le marché des travailleurs? On sait que, par exemple, le patronat est plutôt favorable à cette immigration-là. Ça montre qu'il y a une espèce de fiction, une légende consistant à dire « nous avons besoin de l'immigration parce que nous avons besoin de main-d'œuvre ». Mais l'essentiel de l'immigration, effectivement, c'est une immigration familiale, c'est une immigration étudiante, même si parfois cette filière étudiante est un moyen pour des immigrés nouveaux d'entrer en France et pour des motifs de plus d'être présents que de suivre leurs études. Et de bénéficier dans beaucoup de cas derrière du regroupement familial. Exactement. Ensuite il reste là. Mais l'immigration de travail, elle a toujours été marginale en France. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a un taux de chômage chez les immigrés qui est de l'ordre de 2 fois supérieur à celui de la population française. Donc, quand on nous dit « mais nous avons besoin d'immigration pour remplacer les travailleurs français qui sont moins nombreux à cause de la chute de la natalité », c'est faux. C'est faux. C'est une espèce de fiction qui est inventée pour justifier une immigration qui est une immigration familiale, une immigration de peuplement, mais pas une immigration de travail. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le rôle ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur. C'est vrai que si on essaie de se mettre à la place de ceux qui nous écoutent, on nous disait il y a quelques mois, et on l'avait évoqué d'ailleurs,
d'ailleurs dans cette émission, Bruno Retailleau, qui avait donc fait ces fameuses circulaires censées enjoindre les préfets à baisser les régularisations, le nombre également de naturalisations qui avait baissé de près de 15%, nous disait-on. Et quand on voit ces chiffres-là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Ça n'a pas eu d'effet ? Alors, non, parce que ce sont des dossiers qui sont différents. La naturalisation, ce sont des gens qui changent de statut, mais qui sont déjà entrés en France. Les régularisations, ce sont des gens qui sont entrés de façon clandestine. Donc l'essentiel du flux, en tout cas le flux qui est visible, ce sont les titres de séjour qui sont donnés, vous le disiez, par les services du Quai d'Orsay. Et il y a là un paradoxe extraordinaire. On se souvient de cette vidéo des autorités de notre ambassade en Algérie en se félicitant qu'il y a eu un record d'entrée sur le territoire. Je pense vraiment qu'il y a une volonté je ne sais pas, j'allais presque dire une pulsion de déconstruction de la société française. C'est quand même très spectaculaire. Et je pense que quand on dit que les politiques ne représentent plus la population française, je pense que c'est vraiment le thème sur lequel c'est le plus flagrant. C'est-à-dire que dans tous les partis, quelles que soient les sensibilités partisanes, vous avez une majorité de Français qui est écrasante à droite et relative à gauche pour dire il faut que ça s'arrête, il faut enrayer ce mouvement, et Emmanuel Macron et ses ministres successifs sont totalement aveugles à cette demande. Et c'est vrai que puisqu'on parle de l'immigration étudiante, c'est pour le coup assumé avec ce programme Bienvenue en France et cet objectif affiché de 500 000 étudiants étrangers sur le territoire national. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, l'idée qu'on comprend, c'est de maintenir l'influence française. Mais il faut voir qui sont ces étudiants, quelles sont les études qui suivent, et encore une fois, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus sélectif dans le choix des étudiants. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Les présidents d'université, ils sont extrêmement demandeurs de cette immigration. Pourquoi ? Parce que l'argent public qu'ils reçoivent est dépendant du nombre d'étudiants qu'ils ont. Et donc, en fait, on fait venir le plus d'étudiants possible, et ensuite, est-ce qu'ils suivent effectivement leurs études ? Est-ce qu'ils ont des résultats qui sont à la hauteur du cadeau, entre guillemets, qu'on leur fait en les faisant venir en France ? Très souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une politique du chiffre. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sélectif, et notamment qu'il faudrait, ça avait été mis en place puis abandonné, demander une participation financière plus importante de ces étudiants qui viennent de l'étranger. Est-ce que c'est possible de faire cela ? C'est la question de fond. Est-ce qu'au fond, le gouvernement n'agit pas assez, ou est-ce qu'il n'a pas les bons outils à sa disposition aujourd'hui ? Non, c'est parce qu'il y a une absence de volonté politique très claire. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait promis qu'on allait mettre en place, avec les pays du Maghreb et en particulier l'Algérie, une sorte de bras de fer en disant si vous ne reprenez pas vos clandestins, les fameux OQTF, les immigrés qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors nous diminuerons le nombre de visas. Et il avait à l'époque montré les gros bras et finalement il avait dû... Oui, parce qu'en fait vous avez deux logiques différentes. Vous avez d'un côté la logique du ministre de l'Intérieur qui voit d'abord toutes les difficultés que pose l'immigration. Le lien qui maintenant est avéré, ce sont des statistiques entre la délinquance et l'immigration. Le nombre d'immigrés expulsables que leur pays d'origine ne veulent pas reprendre. Et de l'autre côté, vous avez le Quai d'Orsay qui dit, nous, on veut surtout pas de difficultés avec ces pays-là. On veut surtout maintenir les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique du Nord. Et comme c'est le Quai d'Orsay qui a la main sur les visas, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On voit cette espèce de situation, encore une fois, avec un nombre d'entrées record. Gérald Darmanin, justement, que vous évoquiez, alors lui, une nouvelle fois, là, il prend la parole avec une proposition qui a beaucoup fait réagir, qui, en réalité, est sur le débat, déjà dans le débat proposé par le Rassemblement national, Bruno Retailleau est pour également, cette idée donc de suspendre temporairement toute immigration pendant 2 à 3 ans. On parle de l'immigration régulière.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette proposition d'abord de Gérald Darmanin? Qu'est-ce que ça vous a évoqué le fait que ça soit Gérald Darmanin, ministre d'Emmanuel Macron depuis près de 10 ans, qui propose cela? Voilà, c'est formidable parce que, en fait, comme aujourd'hui il est garde des Sceaux, il n'a plus la main mise sur ce sujet. Donc, il prend des beaux engagements tout en disant, évidemment, ils ne sont pas tenus puisque c'est pas moi qui suis en charge du dossier. Vous pensez qu'il est insincère sur ce sujet? Je pense qu'en tout cas, il fait de la politique. Je pense qu'il fait de la politique. Il se dit, ça va me permettre de marquer les esprits parce que il est, même si ça n'est pas déclaré, candidat putatif à l'élection présidentielle de 2027. Mais vous voyez, je pense que c'est ça qui a totalement discrédité la droite et le centre en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours des promesses d'une grande rigueur quand on est en campagne électorale et le résultat est absolument orthogonal à ces engagements. Et je pense que ça, c'est un vrai problème parce que, encore une fois, le discrédit de la parole politique, il se base sur ce genre de réalité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous ne pouvez pas suspendre complètement l'immigration sans changer un certain nombre de règles, notamment celle du droit d'asile. Et en fait, il faudrait pouvoir traiter les demandes d'asile à l'extérieur de la France. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens rentrent et après, ils font leur demande d'asile. Et très souvent, même quand la demande est rejetée, eh bien, ils ne sont pas expulsés. Est-ce que vous pensez que l'idée d'instaurer des quotas, et c'est une question qui revient depuis maintenant beaucoup de temps, mais est-ce que vous pensez que cette idée est souhaitable, réaliste? Je pense qu'il faut réorienter l'immigration vers une immigration de travail. Donc, ça veut dire diminuer très substantiellement le nombre d'entrées. Je pense qu'il faudrait effectivement mettre des quotas d'étudiants par spécialité, des quotas d'étudiants par pays, surtout, parce que là encore, les pays d'Afrique du Nord sont surreprésentés. Je pense effectivement que ce serait nécessaire. Mais pour avoir une immigration de travail, il faut aussi suspendre, ou en tout cas réduire le regroupement familial. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez les juridictions européennes, et en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'il y a un droit à vivre en famille, et donc, une fois qu'une personne est entrée sur le territoire, elle fait entrer sa famille. Donc, en fait, c'est un énorme sujet. Il ne faut pas dire yaka faucon, les solutions sont simples, mais il y a un très grand nombre de mesures à prendre. Je pense que l'une d'entre elles est de diminuer l'accès aux prestations sociales, en particulier ce qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la contrepartie d'un travail, pour les immigrés, pour que notre pays soit moins attirant socialement. Vous évoquez l'impact de cette question également dans l'opinion publique. Quand on regarde justement les sondages, et par exemple le dernier en date sur cette question, Institut CSA pour CNews Europe 1, journal du dimanche, clivage politique très marqué. 96% des sympathisants RN soutiennent la proposition de Gérald Darmanin, donc de stopper l'immigration régulière pendant 2 à 3 ans. 87% chez les Républicains, 63% chez Renaissance. Et à gauche, eh bien seulement 34% chez les soutiens des écologistes, 40% au Parti socialiste et 42% chez les soutiens de la France insoumise. Est-ce que la gauche et les sympathisants de gauche sont, selon vous, dans le déni sur ce sujet? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même environ 40% des sympathisants de gauche qui sont pour un moratoire sur l'immigration. C'est quand même une mesure extrêmement radicale. Mais quand vous leur demandez, est-ce que vous êtes favorable à une diminution de l'immigration, là, vous avez une majorité qui répond oui. Donc, non, je pense qu'il y a... alors, d'abord, il y a une partie des sympathisants de gauche qui, pour des raisons idéologiques, des raisons de conviction, considèrent que le pays doit être accueillant. Je dirais que c'est une forme de générosité qu'on peut comprendre, même si, à mon avis, elle est aujourd'hui irresponsable. Et puis, vous avez aussi toute une partie de la population française aujourd'hui qui considère que les réticences qu'on a vis-à-vis de l'immigration, notamment les réticences culturelles, les difficultés d'assimilation, le fait qu'on voit dans une partie du territoire se constituer des contre-sociétés, que tout ça, de toute façon, c'est inéluctable. Et que ce combat, il est perdu et que c'est déjà trop tard et qu'aujourd'hui, il ne faut pas espérer vouloir maintenir une France avec ses principes de laïcité, d'universalisme, qui étaient celles qui ont toujours été les nôtres. Comme si désormais, ce combat était derrière nous parce qu'il était déjà perdu. Ouais, ce qui apparaît en tous les cas assez nettement, c'est que seule la présidentielle de 2027, j'allais dire et encore, permettra en tout cas d'avancer, de trancher, de fixer une ligne claire sur ce sujet.
Bien sûr, parce que dans tous les pays occidentaux, ce sujet est fort. Et pas d'ailleurs uniquement en Occident, puisque même au Japon, qui est un pays où pourtant il y a peu d'immigration, la première ministre actuelle a fait campagne sur ce sujet. On peut rappeler la politique très brutale de Donald Trump pour enrayer l'immigration aux États-Unis. On peut rappeler aussi les progrès très spectaculaire du parti de Farage au Royaume-Uni, qui s'appuie très largement sur la politique migratoire. On peut aussi citer Giorgia Meloni. La vérité, c'est que la France est totalement à contre-courant en laissant grandes ouvertes ses portes à l'immigration. Un mot du budget, Guillaume, parce que c'est également dans l'actualité, évidemment, cette semaine. Sébastien Lecornu qui donc a repoussé les 2 motions de censure à l'Assemblée nationale mardi. Le texte, on l'a dit, devrait être définitivement adopté la semaine prochaine. Ouf ou mince, pour rester poli? Je sais pas, en fait, c'est décourageant. Parce qu'il faut... on dit qu'il nous faut un budget à tout prix. Et le prix à payer est quand même très élevé, c'est-à-dire que c'est vraiment un budget d'impuissance. On repousse indéfiniment le règlement des problèmes. Il n'y a aucune politique d'économie sérieuse. Il y a une progression de la fiscalité sur les grandes entreprises. On a entendu Bernard Arnault s'en plaindre. On fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Et M. Lecornu nous dit « Ah oui, mais ça pourrait être pire ». Honnêtement, je comprends qu'on veuille ne pas provoquer une crise politique. De toute façon, ni les députés socialistes, ni les députés républicains ne veulent retourner dans les urnes. Donc, ils soutiennent tout. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même c'est un petit peu déprimant. Au risque de tous les renoncements. Et d'ailleurs, vous y consacrez votre éditorial dans le Figaro Magazine ce week-end, cette démagogie sociale de Sébastien Lecornu, avec donc ces subventions ici ou là, qui ont été ajoutées justement pour s'attirer les bonnes grâces du Parti Socialiste, sauf que la facture, finalement, la voici, 90 milliards d'euros par an. Alors oui, 90 milliards d'euros par an, c'est le coût que dépense la collectivité pour faire en sorte que le coût du travail baisse pour les emplois les moins qualifiés. On comprend bien le principe. Et vous avez vu que M. Lecornu a augmenté de 50 € par mois ce qu'on appelle la prime d'activité, c'est-à-dire l'argent qui est versé en plus des salaires quand vous êtes au SMIC et un petit peu au-dessus. Vous avez aussi des exonérations très fortes de cotisations salariales, en particulier cotisation salariale patronale. Donc on se dit c'est très bien. Comme ça, les gens qui sont peu qualifiés, le coût du travail n'est pas trop élevé. Et vous dites, attention, paradoxalement, plus on va subventionner justement les petits salaires, plus on appauvrit les Français. Oui, parce que vous avez ce qu'on appelle une trappe à bas salaire qui fait que les employeurs ne sont pas incités à augmenter les salaires, parce qu'ils veulent les bas salaires. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne bénéficient plus des exonérations. Et ensuite, parce que le salarié dit « Oui, mais attendez, moi, ça ne m'intéresse pas forcément parce que ma prime d'activité va baisser. » En plus, vous avez un certain nombre d'allocations qui sont conditionnées à les salaires bas. Le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que nous avons un pays où les salaires sont bas et ensuite, nous avons, comme il faut bien trouver l'argent quelque part, si vous voulez, l'argent de la protection sociale. On sait que la France est extrêmement généreuse et qu'il y a peu de charges sociales sur les bas salaires. Et bien, sur les hauts salaires, les charges sociales sont énormes, beaucoup plus importantes que dans des pays voisins. Le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que l'économie française se polarise sur des secteurs qui sont peu qualifiés, parce que les salaires y sont bas, grâce à ces aides, les salaires n'augmentent pas, et toutes les activités à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui créent de la richesse, eh bien, elles sont pénalisées chez nous, et on le voit bien avec l'expatriation, qui est un mouvement important, notamment chez les jeunes diplômés très qualifiés. Et on en revient toujours à cette question de 2027. Vous dites, nous avons besoin d'un Milei français qui sorte de la tronçonneuse en référence au président argentin. C'est pas forcément bien parti, parce qu'en période électorale, justement, c'est généralement plutôt l'inverse quand même qui se passe. Ouais, vous avez raison, mais comme on est au mois de janvier, je me dis que c'est la période des vœux. Alors parfois, on se dit, cette année, je vais faire du sport et je vais me coucher plus tôt. Alors vous avez encore un an et demi pour espérer. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le souhaiter. Merci Guillaume, en tout cas. Merci beaucoup. Avant les présidentielles, il y aura évidemment les municipales que nous suivrons très attentivement au Figaro en couverture
du Figaro Magazine ce week-end, la formidable aventure de Sophie Adno, notre nouvelle spationneuse. Vous l'avez suivie dans ses préparatifs pour son... Absolument, à l'entraînement. Voilà, son entraînement. Elle part pour la Station Spatiale Internationale. C'est seulement la 2e française de l'histoire, je crois. Après Claudie Aigneret. Voilà, absolument, à se rendre dans l'espace. C'était dans les années 90. Et c'est passionnant, justement, de voir comment on se prépare à ce type d'aventure. Elle part, je crois, pour 18 mois. Cette française, donc, Sophie Adno. On va remettre les pieds sur terre tout de suite. Alors, j'espère que l'atterrissage, d'ailleurs, va se passer en douceur, mais enfin c'est pas gagné parce qu'on va parler justement de l'histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est en tout cas la thèse de mon prochain invité, sur fond de crise évidemment du Mercosur, sur fond de faiblesse vis-à-vis des États-Unis et plus généralement de perte de souveraineté des États membres, à l'heure où Emmanuel Macron appelle toujours au réveil stratégique de toute l'Europe. Les événements récents confirment que la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. Sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur un partenariat privilégié de développement durable et de réduction des dépendances stratégiques. Vil fortsatt stå engaget sammen med kongeriet Danmark. Nous sommes à vos côtés, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain. Tac. Madame la Première ministre. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes docteur en droit et avocat, vous enseignez à l'université de Strasbourg et vous publiez donc ce livre, Nos vrais maîtres, l'histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est aux éditions de L'Artilleur, livre brûlant d'actualité, vous allez nous le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les critiques à l'égard de l'Union européenne ont rarement en tout cas été aussi virulentes. Est-ce que malgré tout, la séquence que nous vivons actuellement, et nous entendions à l'instant le président de la République à propos du Groenland, est-ce que cette séquence n'est pas le contre-pied quand même à un certain nombre de critiques avec la démonstration que l'Union européenne, lorsqu'elle est unie, eh bien, elle est quand même capable de faire reculer Donald Trump? Je ne crois absolument pas. Je crois que c'est des moulinets, les moulinets actuels. Vous savez, le problème, il est très simple. C'est que l'Union européenne, depuis très longtemps, je dirais même la construction européenne, c'est-à-dire tout l'ensemble qui a été créé, c'est la thèse de mon livre d'ailleurs, c'est que c'est une machine à faire beaucoup de vide, avec un fonctionnement très peu démocratique, avec beaucoup de décisions incompréhensibles prises. Par contre, ce qu'il faut faire, et ça, ils savent faire, et j'allais dire, Emmanuel Macron, il sait le faire, Ursula sait le faire également, von der Leyen, il faut bien à un moment bander les muscles, en tout cas faire mine de bander les muscles. Je vous donne un exemple qui est typique de la situation actuelle. Beaucoup de gens nous disent il faut qu'on se détache de l'Amérique, il faut faire attention à Trump, puisque sinon l'Europe ne vivra pas longtemps. En tout cas, elle est en train de connaître sa crise. Attendez, la réalité, c'est que depuis Jean Monnet, l'Europe a toujours été une succursale des États-Unis, rien d'autre que ça, qu'elle s'est vécue comme telle pendant 75 ans, et que les mêmes qui nous expliquent aujourd'hui qu'il faut lutter contre Trump étaient les premiers à se vendre aux démocrates durant des décennies, et se revendront aux démocrates après Donald Trump, si d'aventure, ce n'était pas lui ou son successeur. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui estiment, et qui sont nombreux d'ailleurs, et qui disent que le recul de Donald Trump, notamment sur la question des droits de douane, eh bien, c'est le résultat de l'efficacité de la réponse dissuasive de la part de l'Union européenne? Écoutez, très simple. Ursula von der Leyen est allée négocier auprès de Donald Trump il y a quelque temps. On a vu ce que ça avait donné, où d'un côté, l'Europe acceptait le gaz de schiste de provenance américaine sans trembler pour négocier des droits de douane. C'était il y a quelques mois. Je veux dire, c'est pas, on ne se situe pas il y a 15 ans. Désormais, on essaye de nous vendre. L'idée inverse, c'est qu'on va résister et que Donald Trump va plier. Moi, je pense surtout, très honnêtement, que Donald Trump fait ce qu'il sait faire de mieux depuis, à mon avis, très longtemps, et ça dépasse sa situation politique, c'est que pour obtenir un peu, il affirme beaucoup. Il l'a fait sur le Groenland, il l'a fait sur les droits de douane, il le fait sur tout un tas de choses. Je pense que frapper fort permet ensuite d'ajuster, et je crois surtout que nous, on est tout contents d'obtenir quelques ajustements, là où sur le long terme, de toute façon, l'Europe n'obtiendra que des miettes, parce qu'elle a toujours obtenu cela, et je pense que c'est un écran de fumée, comme on en a conçu une armada durant un bout de temps. Ouais, il frappe en tous les cas d'autant plus fort Donald Trump que nous ne sommes pas suffisamment craints. Et ça, c'est le terrible aveu d'impuissance qui vient d'Emmanuel Macron lui-même. Lui, le président si européiste, lui, le président du discours de la Sorbonne. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il n'y a pas quand même... on ne peut pas lui accorder à la limite sur ce point une forme de lucidité quand même?
Vous voulez dire sur la façon de bander les muscles Sur l'aveu d'impuissance de la part du président de la République. Mais bien sûr, mais l'aveu d'impuissance d'Emmanuel Macron, en fait, Emmanuel Macron a toujours fait la même chose sur l'Europe. Vous savez, ce qu'il laissera en héritage, Emmanuel Macron, pour moi, sur l'Europe, et ce qui se joue d'ailleurs aujourd'hui face à Donald Trump, c'est la notion de souveraineté européenne. Macron en parle environ tous les 4 matins, c'est une idée à la mode, or tout est dit dans l'oxymore même du terme. Je m'explique, on est souverain ou on ne l'est pas. On ne peut pas ne pas l'être à moitié. Feu Marie-France Garot l'expliquait très bien, elle n'est vraiment pas la seule, et j'allais dire, en droit, la situation est simple, on est souverain complètement ou on ne l'est plus du tout. Or, qu'est-ce que l'Europe ? C'est un souverain sans souveraineté, c'est une sorte d'armada, une méga-structure juridique et technocratique, mais qui n'a ni peuple en commun, ni valeur véritablement commune, à part beaucoup d'intentions générales, beaucoup de choses un peu creuses, qui n'arrivent pas à masquer l'absence de substance. Ce que vous veut dire, c'est que l'Union européenne, au fond, c'est un projet qui déjà est pourri dans l'œuf ? Moi, c'est toute la thèse de mon livre, et je ne suis pas le seul, mais on est rares, ceux qui refont l'histoire, comme j'essaye de la faire, c'est que de 1950, soit les années Jean Monnet, jusqu'à 2025, les années Emmanuel Macron, on a en fait... Il y a une continuité. Exactement, il y a une continuité des hommes qui ont littéralement voulu mettre en place le concept de fédéralisme, l'ont fait asseoir par le droit, et ont conçu la méga-structure dans laquelle on se situe aujourd'hui, et dont on se demande comment sortir ou comment faire le nécessaire pour s'adapter, parce qu'on est pieds et poings liés. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous prenez un contre-pied sur ce que l'on dit de la part de la Commission européenne, qui est effectivement largement critiquée. Et vous venez de dire quelques mots d'Ursula von der Leyen, mais vous dites, attendez, en réalité, c'est pas vraiment là le problème. Le problème, c'est pas là que ça se joue en réalité dans les locaux de la Cour de justice de l'Union européenne. Exactement, pour une raison simple. Je me permets une phrase. Le président de la Commission européenne dans les années 60, un ex-militant nazi, Walter Hallstein, a cette phrase qui résume tout. Il dit « L'Europe n'a ni police, ni armée, ni rien du tout. Elle a uniquement comme arme le droit qu'elle crée. » Voilà la construction, le droit comme arme qu'elle crée. Ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce que l'histoire de la construction européenne ? C'est l'histoire du droit qu'on a créé comme instrument, à la fois pour fabriquer la structure, c'est-à-dire la Commission, le Parlement et les normes inflationniste, les normes folles qu'on a créées. Les agriculteurs le savent, et je veux dire, aujourd'hui, ils critiquent cela à juste titre. C'est une folie furieuse, c'est une machine à produire des règles. Et deuxièmement, ça veut aussi dire que pour faire des règles, il fallait des juges. Parce que les juges interprètent les règles, les étendent et les fabriquent petit à petit. Donc, si vous avez du droit, vous avez de l'Europe. Si vous avez de l'Europe, vous avez du droit. Mais si vous avez du droit, vous avez besoin des juges. L'Europe avait besoin de ces juges pour avancer, sans que personne ne le remarque véritablement durant des décennies. Le pouvoir de l'Union européenne, c'est le droit qu'elle fixe. Quand l'ancien président, effectivement, de la Commission européenne dit cela, est-ce que, pour autant, ça veut automatiquement dire qu'elle en a abusé de ce droit, l'Union européenne ? Très simple. Si elle n'a que le droit, il faut passer par le droit. Exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... D'ailleurs, je l'entends sur le Mercosur, on parle beaucoup du général de Gaulle. Si de Gaulle était là, lui il a résisté, lui il a voulu, lui il a fait. Les années 60, grosso modo. Le problème, c'est que dans l'ombre du général de Gaulle, les juristes faisaient le travail, notamment en Europe, mais pas que, c'est des Français en France et des Français en Europe, à Bruxelles, à Luxembourg, où se situe la Cour, qui vont usiner ce qui s'appelle le concept de primauté européenne. On en parle beaucoup en ce moment. Mais la primauté dès les années 60, c'était quoi ? C'était l'invention d'un mécanisme pour que l'Europe prime, c'est-à-dire vale plus que les États et plus que les souverainetés. Ça veut dire qu'en 2025, lorsqu'on me dit souvent on peut résister, il suffit d'un petit coup de barre à gauche ou à droite, on peut discuter des modalités. La question est toute simple, c'est que la primauté, ça fait 60 ans qu'elle s'est instillée par le biais de juges qui ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire autrement que de respecter le droit européen en entier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe, c'est tout ou c'est rien, et c'est bien le problème. Oui, c'est tout le rôle notamment de la CJUE, effectivement, mais malgré tout, vous parlez du Mercosur, on pourrait parler par exemple du Green Deal européen, qui là aussi suscite la colère, notamment des agriculteurs. Ça n'est pas une lubie des juges, c'est bien la Commission européenne qui l'a mis sur les rails, ce projet. Ah mais attendez, les orientations politiques, les choix politiques, la Commission joue un rôle déterminant. Je ne dis pas le contraire. Par contre, sur les modalités d'action, sur le pouvoir dont elle dispose, sur sa façon d'imposer les règles, et ensuite sur l'extension des règles petit à petit, là, les juges jouent un rôle fondamental. Si vous voulez, c'est très simple. Le Green Deal
n'aurait pas la puissance potentielle qu'il a s'il n'était pas revêtu précisément de la primauté, c'est-à-dire le fait que le Green Deal vaut plus que tout le reste. Si l'Europe n'avait pas tous ces concepts de base structurants qui font que son droit l'emporte sur le reste, tout ne serait que déclaration d'intention et la France, comme les autres pays, pourrait s'y opposer. Mais on ne peut pas, parce qu'en fait, vous savez, c'est très simple, toutes les règles que l'Europe produit aujourd'hui s'appellent, si vous prenez toutes les constellations de règles, s'appellent tout simplement l'état de droit. Ça veut dire que l'état de droit selon l'Europe, c'est l'ensemble des normes que l'Europe produit tous les jours et qui se superposent les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que si vous en contestez une, vous êtes formellement contre l'état de droit. Et là, la Cour de justice intervient pour notamment prendre des amendes et sanctionner les États qui ne respectent pas l'intégralité des règles. Voilà le cadenas, voilà la nasse, voilà l'enclume qui vit par-dessus sur la tête de la France et des Français. Alors, il y a un exemple, un cas pratique, justement, qui nous concerne tout particulièrement en ce moment, cette crise du Mercosur. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, elle, parlait d'un viol démocratique, dans l'hypothèse où le Mercosur serait adopté, dans la mesure où plutôt il serait appliqué de manière provisoire, avant que la Cour puisse se prononcer. Est-ce que vous estimez qu'elle a eu raison de dire cela, et est-ce que ce serait, pour le dire peut-être différemment, un coup d'État démocratique ? Alors, ça l'est sans aucune difficulté si on le prend dans l'acception générale. C'est vrai que de ne pas attendre une décision de justice, de ne pas attendre que les peuples se prononcent et de forcer la chose, oui, maintenant, je ne vais pas faire du droit technique, mais soyons précis. J'ai fait l'opération suivante, je suis allé voir l'article 218 du TFUE, qui est l'article qui s'applique sur l'application des traités, d'accord ? Tout simplement. Quand vous regardez l'article en question, il est prévu que dans le cadre des négociations, on puisse à la fois négocier la signature et l'exécution provisoire des traités. Ça veut dire, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est noté noir sur blanc dans les traités qu'on puisse passer en force par le biais d'une exécution immédiate, provisoire, dans l'attente de la suite du processus. Ça veut dire que les mêmes qui nous disent c'est un viol démocratique ont toujours consenti à ce genre de règles qu'on a adoptées durant des années, que ce soit dans Lisbonne, dans Maastricht, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se réveiller en 2025, en 2026 en disant vous vous rendez compte du coup de force. C'est le coup de force qui est partiellement, il faudra voir, les juges vont être saisis, mais pour l'instant, c'est le coup de force qui est prévu dans les textes de l'Union européenne pour justement faire prévaloir un processus accéléré et que la Commission puisse aller plus vite sans attendre l'avis des autres autorités et du Parlement. Ça veut aussi dire, Guilain Benessa, que quand on vous écoute, et c'est vrai qu'on a régulièrement l'occasion dans cette émission d'interroger notamment des agriculteurs qui sont encore une fois très mobilisés sur cette question du Mercosur, comme chacun le sait, au fond, lorsqu'ils disent par exemple qu'avec le vote il y a quelques jours qui est censé retarder ce Mercosur, que cela leur redonne espoir, que certains espèrent encore que le Mercosur puisse ne pas entrer en vigueur, en réalité, si ils nous écoutent, s'ils vous écoutent, il faut arrêter tout de suite, et dans tous les cas, ce Mercosur, le jeu est plié d'avance, mais déjà depuis des années en fait. Ça veut dire que, non, pas tout à fait, c'est parce que je dis simplement que si reculade il y a, elle sera parce qu'il y aura une telle remontée et une telle crainte que ça aille trop loin qu'à un moment ça recule. Vous savez, on a eu les gilets jaunes, tout d'un coup il a fallu remodeler en catastrophe, reconfigurer la chose politique parce que l'urgence était telle. Il n'est pas impossible qu'en Europe, l'urgence également soit telle et qu'on trouve un moyen de revenir en arrière. Par contre, ce que je dis, c'est que le Mercosur est parfaitement logique quand on comprend le code génétique de la construction européenne, sur l'économie comme sur le droit. Et ce que je dis également, c'est que de toute façon, les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Les Allemands ont tout intérêt à signer le Mercosur, notamment pour leur industrie automobile. Nous n'avons aucun intérêt à défendre le Mercosur pour nos agriculteurs. Et le problème, c'est que le dernier qui a fait une politique en disant « c'est pas mon intérêt, je fais ce que je veux, je suis souverain chez moi », il s'appelait le général de Gaulle. Et on a un peu oublié, je le rappelle aussi, que lorsqu'il fait le compromis de Luxembourg, c'est-à-dire que lorsqu'il accule l'Europe à devoir accepter sa position, il crée, je suis désolé, un bazar tel que tout le monde le déteste, qu'à mon avis, certains rêvent que d'une chose, c'est qu'il disparaisse, mais ad vitam aeternam, qu'on ne le revoit plus jamais, parce qu'il est le grain de sel dans une machine qui est si bien huilée qu'elle avance, elle continue d'avancer grâce à son droit, à son juge, à ses traités, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réveillent avec une gueule de bois pas possible. Ça fait 40 ans qu'ils nous ont vendu le système dans lequel ils vivent. Quand vous dites qu'il y a une continuation entre Jean Monnet et Emmanuel Macron, en gros, en passant par Jacques Delors et d'autres, est-ce que ça n'est pas leur prêter quelque part une sorte de filiation dont ils ne peuvent d'ailleurs pas du tout se prévaloir, ils ne se sont même pas connus. Est-ce que vraiment on peut
légitimement considérer qu'il y a un projet qui vraiment a été pensé comme cela depuis le début pour aboutir justement à ce à quoi nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire un petit aveu, je n'avais pas prévu de faire ce livre comme ça. En fait, j'ai commencé à faire des recherches, tout simplement. Et que tout d'un coup, de fil conducteur en fil conducteur, je me suis rendu compte que l'un est passé par le cabinet de l'autre. Le deuxième a été nommé par le cousin éloigné, si je puis dire, du premier. Que quand vous prenez une cour et une autre cour, comme par hasard, le directeur du cabinet de la première cour se succède à la deuxième. Comme par hasard, la plupart des anciens fréquentaient le comité d'action Jean Monnet, qui est le comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Qu'ensuite, comme par hasard, vous les retrouvez dans les cabinets. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de dire que Monnet égale Macron. Ce que je veux dire, c'est que les cercles, les zones d'influence derrière sont telles que les vrais maîtres dont je parle, qui sont notamment les magistrats, mais il y aurait d'autres affaires à poursuivre, si je puis dire, ce sont des gens qui fréquentent les mêmes cercles. Je le démontre pièce par pièce, période par période. On s'aperçoit que globalement, il y a un projet. Et vous savez, c'est très simple. Quand vous baignez dans l'eau saumâtre qu'on vous a inculquée à l'école, et que le maître d'école que vous aviez était lui-même l'élève de l'ancien maître d'école qui lui a déjà mis ça dans le crâne, comment voulez-vous qu'au bout, il n'y ait pas la reproduction d'un projet dont le parrain initial pour moi était Jean Monnet et dont le fils le plus tardif, rajeuni et en même temps quelque peu plus chirimérique encore dans ses envies s'appelle Emmanuel Macron. Vous consacrez un certain nombre de pages justement presque sur l'identité justement de ces magistrats, de ces juges qui obéissent à une idéologie, dites-vous. Qui sont-ils? Qui sont ces juges? Écoutez, ils sont nombreux. Je vous donne un exemple précis. C'est ma porte d'entrée parce que quand je suis tombé là-dessus, moi-même, j'étais sidéré. C'est que le juge qui a rédigé les statuts de la fameuse Cour de justice, c'est la même qui nous dit aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut respecter l'état de droit. Le juge qui a créé les statuts de cette Cour de justice est un certain Maurice Lagrange, antisémite durant la Seconde Guerre mondiale, rédacteur du statut des Juifs, d'accord. Et d'ailleurs, à tel point antisémite qu'il reprochait à Pétain de ne pas aller assez loin dans l'exclusion des Juifs de la fonction publique. Donc, le type, parfaitement infréquentable. Il passe entre les gouttes à la Libération et il est recyclé par Jean Monnet pour tout un tas de raisons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à l'origine des gens pas très fréquentables qui ont mis le doigt dans la bécane européenne et ont conçu, on va dire, l'instrument, les outils, etc. C'est un type comme Maurice Lagrange. Et ensuite, je vais vous dire, on a toute une clique, toute une poignée, des gens parfois tout à fait respectables, d'autres franchement un peu moins quand on regarde dans le détail, qui ont poursuivi par petits verrous successifs l'emprise initiale mise en place par Maurice Lagrange. Et comme ça, vous obtenez une histoire que je raconte de 1950 à 2025 où vous vous rendez compte que la philosophie qui les anime sont la même, que souvent ils ont fréquenté les mêmes cercles, que souvent ils ont complètement abordé une question centrale de la même manière, c'est la politique, il faut que ça disparaisse, c'est-à-dire il ne faut plus des méchants hommes politiques qui font de la mauvaise politique, il faut du droit et des règles pour tout faire, pour tout régir, vous voyez. Et deuxièmement, il ne faut plus passer par l'onction de la démocratie directe, tout ce qui est référendum, etc. Ça ne leur parle pas beaucoup, parce qu'au fond, ce qu'ils reprochent au peuple, c'est de mal voter et de mal penser. Autant faire les choses par le droit et par ses interprètes, ça passera mieux, ça passera crème, au nom d'un principe, l'Europe absolument, la France au fond, peu importe, c'est plus tellement son heure. Merci Guilain Benessa, merci beaucoup. Merci à vous. Donc pour ce témoignage, nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne, un véritable cri d'alerte, un cri d'espoir également, un point de vue en tout cas que vous documentez assez largement dans ce livre très intéressant aux éditions donc de l'Artilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous aujourd'hui. On va parler maintenant d'un tout autre livre, d'un tout autre sujet, encore que on parlait des facettis de la justice européenne. Ma prochaine invitée se bat justement pour que le combat des femmes, des victimes de violences soit davantage entendue, y compris devant les tribunaux. Claire Géronimi me rejoint dans un instant, elle qui bénéficie pour le coup du soutien sans faille de l'ancienne ministre Marlène Schiappa, qui était l'invitée de Vincent Roux dans cette émission il y a quelques mois et qui revenait notamment sur le manque de considération de la part d'un certain nombre d'associations féministes de gauche justement en faveur de Claire Géronimi. Moi, vous savez, j'ai jamais demandé à Claire pour qui elle votait. C'est elle qui m'a parlé de son engagement politique quand elle a décidé de prendre cet engagement politique. Et je lui ai dit, on est en démocratie, tu t'engages comme tu veux, avec qui tu veux. Personne n'a à te dire, quand on se bat pour la liberté des femmes, c'est aussi pour la liberté de penser. Vous avez conscience que vous êtes minoritaire dans votre camp quand vous parlez comme ça? Je suis ultra minoritaire, oui, je vous le confirme. Je suis un peu seule, mais c'est pas le sujet. Et moi, j'ai envie de défendre ça parce que je me suis engagée pour défendre les femmes.
quel que soit ce qu'elles pensent politiquement. Qu'est-ce que c'est que ce féminisme dans lequel on soutient les femmes à condition qu'elles votent comme nous? Ça veut dire, moi, je devrais soutenir que les femmes qui votent Macron, Claire devrait se sentir solidaire des femmes qui votent Ciotti, et on ne devrait jamais s'adresser la parole. En tant que femme et en tant que féministe de surcroît, je pense que c'est absolument fondamental de se soutenir sans préalable d'engagement politique. Bonjour Claire Géronimi. Bonjour Timothée. Soyez la bienvenue, vous publiez Le Hall d'entrée. Pour eux, je n'avais pas le bon profil aux éditions Fayard. Vous revenez sur les 2 ans et demi qui se sont écoulés depuis le viol dont vous avez été victime dans votre hall d'immeuble à Paris par un homme qui était à l'époque sous OQTF, qui a été depuis condamné, 18 ans de prison et interdiction définitive d'ailleurs du territoire français. On va revenir sur ce procès qui a eu lieu il y a quelques mois et que vous racontez en détail dans ce livre. Je précise que vous avez depuis fondé votre association, ça s'appelle Éclate Femmes, pour accompagner justement d'autres victimes de violences sexuelles. Vous êtes également engagée en politique, vous êtes vice-présidente du parti UDR d'Éric Ciotti. D'abord, ce procès avait rencontré au mois de septembre un fort écho médiatique. Vous aviez fait le choix de témoigner assez largement dans les médias à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à de nouveau en parler, à écrire ce livre et à raconter très concrètement votre face-à-face lors du procès avec votre agresseur? Alors, ce livre, Le Hall d'entrée, c'est un manifeste pour toutes les femmes. C'est à la fois, je fais en ouverture le moment douloureux et fatidique que beaucoup de femmes peuvent ressentir au moment du procès, le moment où on revoit justement son agresseur après tant de temps, justement après l'agression. J'ai trouvé que c'était primordial de commencer par ce moment-là pour que le lecteur rentre tout de suite, on va dire, dans le vif du sujet. Et puis par la suite, il y a également toute la scène de mon agression que je décris, qui, je pense, permet de pouvoir poser des mots forts, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les médias. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu mon histoire, mais quand on le lit, c'est pas la même chose. On comprend vraiment ce que j'ai pu ressentir, l'état de dissociation que j'ai pu vivre pendant ces 30 minutes d'agression. Également le sentiment de mort qui m'a suivi pendant ces 30 minutes d'agression aussi. Et puis il y a aussi tout l'après. Ça, c'est vraiment la deuxième partie du livre. Donc tout l'après, la reconstruction, qui a été, à mon sens, primordial de mettre ça, en tout cas, et de coucher ça sur le papier. Et on va bien sûr parler justement de votre reconstruction, parce que c'est très, très important, bien sûr. On a le sentiment d'ailleurs que dans cette reconstruction, il y a quelque chose qui agit comme un libérateur. C'est justement le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir témoigner, justement, comme vous le faites, soit dans les médias, soit là, en l'occurrence, dans un livre. Oui, c'est sûr que l'aspect du point de vue personnel, de mon point de vue personnel, le fait d'en parler, c'était une nécessité pour moi. Depuis le début, depuis le premier jour, les premières minutes après mon agression, j'avais un besoin incommensurable de vouloir en parler. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me censurer, beaucoup de médias également qui ont essayé de me censurer, beaucoup de féministes, de politiques qui ont essayé de me censurer, mais je n'ai pas lâché, parce que mon message, je voulais le crier haut et fort, que les femmes sachent qu'elles n'étaient pas forcément en sécurité. Aujourd'hui, en France, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, en fait, on peut subir une agression, et c'était vraiment l'objectif principal d'en parler. Et à mon sens, je trouve que c'était important aussi de dénoncer ça dans le livre, toute cette problématique que j'ai pu avoir de tout simplement pouvoir évoquer tout ce passage média dans ce livre. Ouais. Oui, et vous parlez de censure de la part d'un certain nombre de médias, de politiques. Vous dites, c'est le sous-titre de votre livre, hein. Pour eux, je n'avais pas le bon profil. Pourquoi ? Pour eux, je n'avais pas le bon profil, parce que y a beaucoup de féministes qui m'ont accusée de récupération politique, comme quoi j'étais également un montage de l'extrême droite. Vous savez, le premier média que j'ai fait, c'était celui de Cyril Hanouna. Et à la suite des publications qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de commentaires de haine, parce que je n'étais pas non plus forcément la bonne victime, parce que je n'avais pas pleuré sur les plateaux de télévision, et que, encore une fois, comme je vous l'avais dit, j'étais un montage politique pour parler d'immigration, et d'insécurité. d'insécurité. Cependant, c'est ce que je déplore, et c'est malheureusement ces féministes qui ont un combat à géométrie variable,
Et comment ça s'est manifesté justement, vous, dans votre cas? Vous avez reçu des menaces, des intimidations, des moqueries également sur les réseaux? Il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de menaces, menaces directes, indirectes, que ce soit sur les commentaires. C'est quand même très dur quand on est jeté dans un grand bain comme ça, sur la sphère médiatique. D'un coup, en fait, on vous connaît parce que vous êtes la victime d'un homme sous OQTF. C'est assez dur déjà d'une part à vivre, et en fait, on devrait recevoir que des messages de compréhension, de désolation, et malheureusement ça n'a pas du tout été mon cas. J'étais la mauvaise victime qui parle d'immigration, mais en fait qui est un sujet qui est totalement factuel, et c'est ce que je dénonçais, et ça m'a énormément blessée. Et à l'intérieur, en fait, oui, j'en parlais énormément dans les médias, mais quand je rentrais chez moi et que je fermais la porte le soir, c'était beaucoup plus compliqué. Une grande solitude, vous dites d'ailleurs dans ce livre, l'indifférence tue deux fois. Comment l'avez-vous vécu justement, ce passage effectivement où vous avez, je crois, sollicité des associations justement parce que vous aviez besoin d'aide, et en fait on vous a fermé la porte? Malheureusement, oui, on m'a fermé la porte. J'ai contacté Anne-Cécile Meffer, dont on avait parlé justement sur votre plateau avec Marlène Schiappa. Oui. Anne-Cécile Meffer, qui est la présidente de la Fondation des femmes, que j'avais contactée 10 jours après mon agression. Sur LinkedIn, on était connectés ensemble sur ce réseau social. Elle ne m'a pas répondu, ou également d'autres associations féministes qui m'ont dit écoutez, allez voir un psychologue et merci, au revoir, parce que encore une fois, je n'étais pas la bonne victime, parce que je venais d'un milieu qui était un peu plus favorisé. Peut-être que si j'étais venue des quartiers qui étaient on va dire, moins élitiste, ça aurait été totalement différent, et c'est ça qui m'a énormément dérangée. Je pense que peu importe d'où on vient, en fait, si on a envie d'être accompagné, si on a besoin d'aide, si on le demande, en fait, on doit accueillir justement ces victimes-là, et c'est justement pour ça que j'ai créé l'association Éclat de Femmes, pour accompagner toutes les victimes. Vous avez le sentiment aujourd'hui peut-être d'incarner une autre voie justement du féminisme? Totalement, je pense que, en tout cas, j'essaye à mon humble échelle d'incarner cette voie du féminisme qui est transpartisan, qui accompagne toutes les victimes, et une féministe qui, à mon sens, l'incarne très très bien, c'est Marlène Schiappa, qui justement a préfacé le hall d'entrée, donc cet ouvrage qui vient de sortir le 28 janvier. Marlène Schiappa est une figure qui m'a beaucoup aidée de l'aspect personnel, et également d'un aspect beaucoup plus public. Oui, alors même que vous ne partagez pas les mêmes opinions Exactement. politiques. Vous êtes engagée à l'UDR, elle a été ministre d'Emmanuel Macron pendant plusieurs années. Elle préface d'ailleurs ce livre avec un texte vraiment très, très sensible, et on sent que vraiment ça lui tient à cœur, et que vous avez noué, je ne sais pas, peut-être une amitié en tous les cas. Comment ça s'est passé justement avec Marlène Schiappa, cette relation, ce soutien en tout cas qu'elle vous a manifesté de manière vraiment particulièrement forte, et elle était venue d'ailleurs effectivement nous en parler ici dans Point de vue? Marlène Schiappa, je l'ai contactée au moment où j'étais totalement désespérée, et que je n'arrivais à contacter aucun politique de notre gouvernement. À l'époque, c'était la ministre Bérangère Couillard, et puis à la suite de ça, il y a également la ministre Aurore Bergé, où les échanges ont pu être un peu tendus. Marlène Schiappa, je l'ai contactée 3 mois après mon agression. On s'est rejoints, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, j'en fais un beau passage, parce que cette rencontre m'a énormément marquée, où j'ai revu on va dire que j'ai pu avoir un nouveau souffle d'espoir sur le féminisme, et on s'est retrouvés dans un petit café dans le 14e arrondissement, et elle m'a dit Claire, écrivez un livre, il faut vraiment que vous écriviez pour dénoncer, parce que c'est bien d'en parler sur les plateaux télé, mais il faut également écrire, donc c'est en partie grâce à elle aussi c'est pourquoi aujourd'hui ce livre existe. Ça vous a presque... Vous êtes devenu amis en fait avec Marlène Schiappa suite à tout ce qui s'est passé? On s'entend très très bien, oui. Comment allez-vous depuis le procès justement de votre agresseur au mois de septembre? Il a donc été condamné assez lourdement, 18 ans de prison, interdiction définitive du territoire français. Est-ce que ça vous a aidé à franchir un cap dans votre construction? Totalement, quand on sait qu'il y a plus de 80% des plaintes qui sont classées sans suite, avec Mathilde, du coup, l'autre victime de mon agresseur. On a eu une chance vraiment incomparable du fait qu'il y a eu 18 ans de peine prononcée, une interdiction définitive du territoire.
le fait que l'histoire est reconnue par la justice, le fait que la justice ait été implacable, montre et renvoie quand même un message positif. Moi, je tiens vraiment à souligner que la justice a fait vraiment un travail remarquable. Encore une fois, il n'y avait pas de raison pour que ça ne soit pas. C'était un profil qui était quand même très dangereux. C'était une personne qui avait déjà eu 11 condamnations à son actif, 3 OQTF. Donc, il aurait été, je pense, malvenu qu'il ait une peine beaucoup plus légère. Et ce que vous racontez dans ce livre, c'est que le fait d'avoir pu quelque part l'affronter, et vous racontez à un moment que vous êtes vraiment regardé les yeux dans les yeux, et là, ça a été important, un moment important pour vous, parce que c'est lui qui a baissé le regard, en fait, à ce moment-là. Et exactement. C'est lui qui a baissé le regard pendant le procès. Mon objectif, c'était vraiment de lui montrer qu'il avait perdu et que moi, j'avais gagné. Pendant 2 ans, j'ai pas pu nommer son nom. Et justement, à la fin de la partie sur le procès, je dis enfin que je peux prononcer son nom, Jordi Koukara. Parce qu'effectivement, vous l'appelez l'ombre pendant toute la première partie de ce récit. Exactement, je l'appelle l'ombre, cette ombre qui nous suit, qui nous colle à la peau et qui ne veut pas nous lâcher, qui est intrusive et qui malheureusement ne veut pas s'enfuir. Et là, au moment du procès, le fait qu'il ait été condamné et que je sais qu'il va être derrière les barreaux et qu'il va être renvoyé du territoire change énormément la donne, et c'est aussi un message d'espoir pour toutes les autres femmes qui peuvent avoir un procès plus tard. Oui, parce qu'effectivement, et vous en savez quelque chose avec votre association avec laquelle vous rencontrez beaucoup de femmes qui ont été victimes de ce type d'agression, eh bien, c'est que toutes n'ont malheureusement pas la chance, si je puis dire, avec évidemment des guillemets, de pouvoir se confronter à leur agresseur. Et vous, d'ailleurs, vous expliquez que vous avez également eu peut-être la chance d'avoir un procès finalement assez rapide. Il a fallu environ 2 ans, alors que la moyenne, c'est plutôt 4, 5, 6 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'être presque un cas isolé ? Oui, je pense qu'on est, avec Mathilde, on est un cas isolé. C'est vrai que 2 ans, c'est quand même très court. Quand on accompagne des victimes, nous, depuis 1 an avec l'association Éclat de Femmes, on voit que ça fait 5 ans, 10 ans, elles ont reconstruit leur vie, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Je me souviens d'une jeune femme victime qui était enceinte et on lui a demandé d'aller confronter son agresseur alors qu'elle était à son 9e mois de grossesse. Ça, c'est des choses qui, à mon sens, ne devraient même pas être demandées. Et malheureusement, c'est ce que je déplore dans la justice, qui croule sous les dossiers, qui même avec la création de cours criminelles départementales, en fait, n'arrive pas à désengorger justement ces tribunaux. Et c'est ça qui, malheureusement, est encore très problématique pour les victimes, parce que c'est une épreuve supplémentaire. Moi, je me suis retrouvée vraiment presque au fond du trou au moment du procès. Enfin, ça a quand même été très dur de devoir revivre toutes les scènes, de devoir comprendre vraiment ce qui s'était passé, de devoir parler devant la justice. Il y a même des pièces à conviction qui sont sorties au moment du procès. Exactement, il y a des pièces à conviction. La lame qui a touché ma gorge, qui a coupé mon doigt, dont je ne me souvenais pas. Et d'un coup, comme ça, je raconte dans le livre, je m'en souviens. C'est des moments qui sont quand même très traumatisants. Et malheureusement, ces femmes victimes ne sont pas accompagnées. Moi, j'ai réussi à pouvoir être accompagnée, mais nous, c'est ce qu'on fait avec l'association. On essaye de les accompagner d'un point de vue psychologique et juridique. Et vous posez cette question, d'ailleurs, dans le livre, faut-il commettre un crime pour être condamné sévèrement en France ? Et la réponse, hélas, vous saute cruellement aux yeux. Bien sûr, il faut commettre un crime. Malheureusement, j'adresse mon livre à Philippine, à Lola, qui aujourd'hui ne sont plus là. J'ai l'impression que pour condamner un agresseur, il faut 5, 10, 15 condamnations pour que, en fait, il y ait vraiment une justice qui soit implacable. Qu'est-ce qui vous touche le plus, qu'est-ce qui vous marque le plus justement dans cet engagement que vous avez aujourd'hui, dans tous les témoignages que vous recevez, j'imagine hélas quasi quotidiennement. Qu'est-ce qui vous fait avancer justement avec cet engagement ? Je pense qu'il y a vraiment 2 sujets. Nous, on se bat pour que la justice soit plus rapide, qu'elle soit plus sévère également. Malheureusement, c'est quand même une grosse machine qu'il faudrait revoir depuis le début. Il y a également le sujet de l'abandon des victimes. Quand on dépose plainte, après, en fait, il n'y a plus rien. Et c'est ce que les victimes nous racontent, qu'elles sont plus du tout accompagnées, qu'elles sont lâchées dans la nature. Et il y a même beaucoup de burn-out, de suicide. Et c'est ça qu'on essaye de
soutenir avec l'association. J'aurais bien voulu que cette association n'existe pas. Malheureusement, aujourd'hui, elle est obligée d'exister et j'espère qu'on arrive à accompagner ces 300 femmes depuis 1 an, qu'on arrive à les soutenir au maximum. Mais encore une fois, malheureusement, l'État ne met pas les moyens pour que ces femmes soient reconstruites. Est-ce que vous avez réussi justement dans certains cas pour peut-être essayer de terminer sur un message malgré tout d'espoir? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui témoigner de certains cas où là où l'État n'a, c'est ce que vous dites, pas fait son travail, grâce à des associations comme la vôtre, vous avez aidé justement des femmes, des victimes à se reconstruire? Bien sûr, et d'ailleurs dans mon livre, je donne la parole à 5 survivantes parce que sans elles, je pense que mon combat n'aurait pas de sens. C'est des femmes qui nous remercient de les accompagner. On essaye de mettre à disposition un maximum de moyens pour qu'elles puissent se reconstruire. On a également aussi des conversations WhatsApp entre femmes. Elles arrivent également à échanger. En fait, je trouve que créer un cercle bienveillant comme ça, c'est très important. Et on organise aussi des événements pour ces femmes, notamment le 14 février prochain. On fait un événement pour une 15aine de femmes victimes et pour qu'elles puissent retrouver le temps d'un week-end en dehors de Paris. Et ça, c'est primordial. Et je pense que c'est la chose la plus belle qu'on puisse voir accomplir en tout cas. Merci Claire Gérosimi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le hall d'entrée pour eux, je n'avais pas le bon profil aux éditions Fayard, récit intime, récit engagé justement de votre combat face à votre agresseur et puis également de cet engagement donc que vous portez dans votre association Éclat de femmes. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Point de vue revient bien sûr demain à midi, ce sera avec Vincent Roux. Excellent après-midi à tous.